Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. La gestion passive optimisée. Sébastien Dornano, président chez Yomoni à Paris. C'est vrai qu'au bout de 10 ans, je me suis posé la question de savoir quelle serait ma propre aventure. Et c'est à ce moment-là que les robots advisors commençaient à émerger à l'étranger, en particulier aux États-Unis. Et c'est bâti cette réflexion vraiment en discussion avec Didier et Christian. Puis voilà, après, on a lancé Yomoni fin 2014, début 2015 avec Murtaza et Laurent. Et puis maintenant, ça fait 5 ans que je pilote Yomoni. Piqué par l'entrepreneuriat après une carrière à la financière de l'échiquier, Sébastien nous présente Yomoni et nous explique comment la société de gestion a lancé et développé ses produits. Nous revenons sur le Robo-Advisor, mais également les enveloppes fiscales que Yomoni a sélectionnées pour ses clients PEA, Assurance Vie ou PER, et également la mise à disposition de comptes titres avec son teneur de compte Crédit Agricole. Alors que les ETF représentent aux États-Unis une part prépondérante des investissements des ménages, ce n'est pas encore le cas en France. Mais l'offre ces dernières années s'est considérablement enrichie, donnant à Yomoni et l'ensemble des gérants de portefeuille un choix bien plus diversifié et notamment parmi les ETF labellisés ESG. Nous faisons le point sur les différences fondamentales entre gestion sous mandat discrétionnaire, gestion goal-based, libre ou pilotée. Nous reprenons les critères de sélection de ces ETF, leur due diligence, et comprenons comment le comité de gestion crée et réalloue les pondérations au sein des classes d'actifs. Nous parlons des frais bien entendu, du modèle d'affaires de cette société qui gère 450 millions d'euros d'actifs. Et enfin, Sébastien revient sur le positionnement de Yomoni dans l'univers du wealth management et particulièrement suite à l'arrivée de nouveaux acteurs dans le trading. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Sébastien. Bonjour Solène. Merci de me rejoindre pour prendre ce petit café tous les deux dans cette superbe bibliothèque pour discuter de Yomoni. Est-ce que tu pourrais, en guise d'intro, nous donner quelques éléments biographiques à ton sujet, s'il te plaît ? Alors, j'ai commencé consultant, comme certains, en asset management dès le départ. Donc j'ai tout de suite été baigné dans le milieu. J'ai eu la chance, en 2004, de faire une mission dans une société de gestion qui s'appelle toujours la financière de l'échiquier. Et là, j'ai eu mes premiers shoots d'entrepreneuriat parce que j'ai rencontré des entrepreneurs comme Didier Ménestrel ou Christian Guenier qui pilotaient cette entreprise et qui m'ont donné très envie de les rejoindre. Oui. Et j'ai eu l'opportunité de les rejoindre donc en 2004 en tant que directeur des opérations. À l'époque, c'était 35, ils géraient à peu près 2 milliards. D'accord. Et j'ai fait ça pendant 12 ans. Et je les ai quittés pour rejoindre Yomoni. D'accord. Et on était passé de 35 à un peu plus de 100 personnes et un peu plus de 8 milliards d'actifs sous gestion. Et j'ai surtout eu ce shoot d'entrepreneuriat que j'ai voulu prolonger. Et c'est vrai qu'au bout de 10 ans, je me suis posé la question de savoir quelle serait ma propre aventure. Et c'est à ce moment-là que les robots advisors commençaient à émerger à l'étranger, en particulier aux États-Unis. Et c'est bâti cette réflexion vraiment en discussion avec Didier et Christian. Et puis voilà, après on a lancé Yomoni fin 2014, début 2015 avec Murtaza et Laurent. Oui. Et puis maintenant, ça fait 5 ans que je pilote Yomoni. Mais écoute, merci. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. On a eu déjà des épisodes sur FinScale qui ont traité du sujet. C'est vrai qu'en 2008, il y a eu, je crois que c'était Wealthfront qui avait commencé à sortir le premier Robo-Advisor. Donc vous êtes à ce moment-là, en 2014, en train de penser à ça et à développer ça en France. C'est vrai qu'il n'y en avait pas à cette époque-là. Alors il y avait quand même quelques acteurs qui commençaient à émerger, qui s'appelaient les fun shops, les Marie Cantier, qui étaient au tout début. Et là, il faut leur donner la primauté. Mais c'est vrai que c'était un secteur qui était tout naissant parce que le marché français paraissait très compliqué à tout le monde, qu'il est très compliqué, que les Français et l'épargne, c'est un sujet qu'il faut aborder avec beaucoup de spécificités locales. Et donc, nous, c'est pour ça que ça nous a paru très intéressant parce que il y a aujourd'hui, il y avait et il y a toujours un vrai sujet d'accompagnement et de conseils financiers pour les épargnants français. Et ce type de solution qui était en train d'émerger effectivement avec Wealthfront, avec Betterment, un peu plus proche de nous avec Nutmeg, un peu plus tard en Angleterre, nous paraissait obligatoire à développer en France. Et alors comment ça s'est passé le tout début pour monter donc ce Robo-Advisor, pour aller chercher cet agrément, parce que vous êtes agréé comme société de gestion auprès de l'AMF, vous êtes aussi conseiller en investissement financier. Comment tout ça s'est mis en place ? Vous étiez combien au départ ? Et puis
en fait, vous avez commencé par quoi en fait Comment est-ce qu'on monte un robo-advisor ? Alors on avait effectivement l'avantage de connaître ce modèle-là qui existait donc dans d'autres pays. Donc on a beaucoup étudié ce qui se faisait. On a regardé comment on pouvait l'adapter sur le marché français. Il y a une spécificité locale qui est évidente, qui est que la plupart des Français investissent à travers des assurances vie. Donc l'assureur est un élément clé de l'offre. Oui. Donc il faut le sélectionner et le trouver. Bien définir le prix, parce que le prix de notre offre en France devait dépendre de ce qu'on allait devoir payer auprès de l'assureur, le niveau des frais qui existait en France, qui est particulièrement élevé, donc on avait un peu de marge pour se positionner correctement. Et puis après, il faut réfléchir à l'agrément qu'on souhaitait avoir. On a tout de suite voulu être société de gestion. Alors déjà, il y avait un petit passif qui disait que là, j'étais assez à l'aise avec ce type d'agrément. Et surtout, ça nous permettait d'aller adresser l'ensemble des enveloppes fiscales. Et donc de ne pas être contraint dans une seule enveloppe comme l'assurance vie si on n'était que CIF. Donc l'agrément de société de gestion nous paraissait une évidence. Et après, on a dialogué avec l'AMF de manière très constructive parce que je pense qu'ils étaient appétents pour ce type de modèle. Ils avaient envie que ça puisse se développer en France. Et on a regardé comment on pouvait adapter notre discours, adapter notre site et nos parcours et faire en sorte qu'on ait cet agrément, sachant que c'est une société de gestion un peu particulière pour l'AMF parce qu'on est en direct avec les particuliers, alors que souvent les sociétés de gestion sont intermédiaires. Et donc ce rapport et ce parcours vers l'épargnant était quelque chose d'un peu nouveau pour eux. Donc on leur a imprimé l'intégralité du site internet et ils ont pu le consulter et puis avoir l'agrément. Ça nous a pris 6 mois, ce qui est finalement c'est assez court. Ce qui est assez court, oui. Sur un modèle aussi nouveau que celui-ci. Donc là-dessus, ça s'est bien passé. Et puis après, l'un des éléments clés, c'est que il faut de l'argent pour développer, il faut du temps. On savait que le temps de s'intégrer dans l'écosystème français, de faire notre place, de faire notre track record, allait prendre du temps. Donc il faut lever des fonds. Donc la financière de l'échiquier était dès le départ dans l'aventure. Donc on avait cet avantage-là. On est allé chercher Crédit Mutuel Arkea. Oui. En discutant avec Ronan Lemoyle et qui souhaitait aussi participer à ce type d'aventure et avec en particulier Suravenir, la compagnie d'assurance qui nous a accompagnés et qui nous a permis de monter très vite l'offre en nous permettant de référencer les ETF qu'on souhaitait, etc. Donc ça, on a mis 6 mois à bâtir le site et les parcours et on a pu se lancer dès fin 2015 sur l'assurance vie. Donc on a commencé par un premier produit qui est la gestion sous mandat en ETF dans une assurance vie. D'accord. Et alors le choix de l'assurance vie, c'est fait comment ? Parce que c'était un actionnaire déjà ou pas ? Bien sûr, c'était un actionnaire, mais c'était plutôt dans l'autre sens. On savait qu'on allait démarrer par l'assurance vie, on savait qu'on avait besoin d'un assureur, et c'est comme ça qu'ils sont montés après au capital. Le sujet de l'assurance, de la vie, il est évident. C'est 70 à 75% de l'épargne long terme des Français. Le compte titre, le PEA à côté est vraiment plus petit. Et donc, il faut commencer par l'assurance vie en France. C'est le moteur, enfin, c'est l'enveloppe principale de l'investissement long terme pour les Français. Donc, il y a une notoriété du produit qui est telle qu'on a commencé par ça. Et puis après, 6 mois après, on a enchaîné avec un partenariat avec Crédit Agricole pour faire la même chose dans un PEA, la même chose dans un compte titre. Et l'année dernière, on a complété la gamme avec un PER, un plan d'épargne retraite, là aussi en compte titre. Donc ça, ce sont les différentes enveloppes que vous proposez. Exactement. Et dans chaque enveloppe, on va avoir des mandats ETF avec des niveaux de risque différents. Comment est-ce que vous avez construit ces profils pour ces clients-là ? Est-ce que vous êtes parti directement des clients, des besoins des clients ? Vous aviez en tête, vous, votre framework, toi, en ayant travaillé en société de gestion, tu avais également ton idée. Comment est-ce que vous avez construit ce panel d'ETF ? Alors en fait, il y a plusieurs choses dans l'allocation. Ce qu'on souhaitait, c'est d'avoir des niveaux de risque assez nombreux. Classiquement, sur le marché français, les offres de gestion sous mandat pilotées, elles ont un défensif, un équilibré, un dynamique. Nous, on a souhaité avoir une panel de 10 niveaux de risque, justement pour permettre aux clients de pouvoir un petit peu mieux graduer sa prise de risque et de pouvoir être un peu plus précis dans la personnalisation de la recommandation. Donc, on s'est été mis sur un 10 niveaux de risque. On avait, pour démarrer dans l'assurance vie, l'avantage de pouvoir intégrer du fonds euro. Ce qui est un joli actif sécurisé, même s'il est moins rentable, c'est intéressant. Donc on a intégré un certain niveau de fonds euros pour les plus prudents. Et puis après, on a travaillé 2 choses, l'allocation, donc effectivement avec des niveaux d'actions, obligations qui sont assez standards jusqu'à 100% d'actions. Et puis après, on s'est donné des enveloppes de risque ou de liberté pour pouvoir faire évoluer cette allocation dans le temps en fonction du contexte macroéconomique. La logique n'était pas de dire on prend une allocation puis on la fige dans le temps et ça sera toujours la même. Donc on a une allocation cible et autour de laquelle on va tourner à plus ou moins 10% sur la partie action-obligation. Après, on a développé des algorithmes qui nous permettent de reprendre l'intégralité de l'offre ETF
disponibles, donc c'est à peu près 3500-4000 ETF et fonds indiciels qui sont disponibles en France, et d'aller chercher sur certains éléments très quantitatifs les meilleurs ETF pour chaque catégorie. Quand je vais vouloir m'exposer à l'Europe, quand je vais vouloir m'exposer à tel secteur, je vais aller regarder les ETF disponibles. Et c'est vrai qu'on a l'impression que tous les ETF font à peu près la même performance, mais c'est pas le cas. Il y en a certains qui font du prêt-emprunt de titre, il y en a certains qui, dans l'exécution, coûtent assez cher parce que finalement, le marché n'est pas si liquide que ça. Donc, il faut aller. Voilà. Donc, tous ces critères rentrent en compte, et ce qui nous permet d'avoir, on va dire, une shortlist de 250 ETF qui nous permettent de répliquer toutes les classes d'actifs, tous les secteurs géographiques, toutes les industries. Et après de les implémenter dans notre allocation. Et nous, on a une équipe de 3 gérants qui ne font que ça. C'est-à-dire qu'ils screenent les marchés ETF, ils discutent avec d'ailleurs les fournisseurs ETF, on fait un certain nombre de due diligence auprès d'eux pour vérifier la manière dont ils se développent. Et puis à côté de ça, ils font des comités de gestion, ils analysent le contexte macroéconomique et ils font tourner les portefeuilles. Globalement, ils ont une douzaine de réallocations par an pour s'adapter au contexte. Alors, tu parlais de gestion pilotée. Est-ce que tu pourrais nous faire un explicatif pour ceux qui sont, parmi les auditeurs, ceux qui ne viennent pas du wealth management, c'est quoi la différence entre une gestion pilotée, une gestion discrétionnaire, une gestion libre, par exemple ? Très bonne question. La gestion libre, elle est à la main totale du client. Donc, c'est lui qui va décider des supports qu'il va vouloir intégrer dans son enveloppe fiscale. Donc, vous avez une liste d'UC, par exemple, dans l'assurance vie, d'unités de compte, oui. C'est vrai, d'unités de compte, et le client va choisir, plus ou moins conseillé, un certain nombre de ces unités de compte et avec l'allocation qu'il va vouloir choisir. Vous avez la gestion pilotée. Là, dans ce cas-là, vous rentrez dans une gestion sous mandat. Donc, c'est-à-dire que vous signez un mandat de gestion avec votre conseiller, dans l'occurrence Yomoni. Et dans ce cas-là, c'est Yomoni qui va, au quotidien, passer des ordres d'achat et vente sur votre portefeuille en fonction des conditions du mandat. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction des niveaux de risque que vous lui avez accordés, il va faire en sorte d'aller sélectionner les meilleurs ETF et la meilleure allocation en fonction de ce niveau de risque. En tout cas, c'est son objectif. Et puis après, vous avez la gestion. Et ça, généralement, vous êtes sur des niveaux de risque. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui sont avec le même niveau de risque vont avoir la même allocation. Et puis après, vous avez la gestion discrétionnaire qui se fait aussi sous gestion sous mandat. Mais là, dans ce cas-là, vous allez vraiment faire avoir un mandat par client, parfois avec des contraintes spécifiques. Certains clients ne veulent absolument pas intervenir sur telle ou telle industrie, refusent d'avoir tel titre, ou pour des raisons de conflit d'intérêts ne doivent pas avoir tel titre dans leur portefeuille. Et dans ce cas-là, on va faire des mandats très spécifiques, ce que ne fait pas Yomoni aujourd'hui. Oui. Et alors, par rapport à la goal-based approach, parce que c'est un concept dont on entend parler depuis quelques années maintenant, est-ce que c'est un concept que vous mettez en avant, ou vous êtes vraiment sur de la gestion plus traditionnelle, telle qu'on l'entend dans les établissements bancaires traditionnels, gestion de fortune ? Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte l'allocation en fonction du projet du client, et on les fait évoluer dans le temps en fonction de l'évolution de la situation du client et de son projet. Oui. Mais on n'est pas dans le pure goal-based investing comme certains autres peuvent le faire. Donc, on a, nous, plutôt privilégié une boucle d'échange avec le client récurrente, qui se fait en digital, et qui nous permet éventuellement de réorienter le niveau de risque en fonction de la situation du client qui peut évoluer. D'accord, merci. C'était très important pour moi que tu clarifies ces points-là. Très intéressant de voir cette notion de robo-advisor qui apparaît dans le paysage. Moi, je l'ai vu à l'époque, j'étais encore en banque privée. Mais alors, du coup, comment tu vas convaincre, tu vas chercher des clients qui commencent à entendre parler de ce concept-là? Est-ce qu'il y a une méfiance? Comment est-ce que tu fais tomber ces barrières-là? Comment est-ce que vous y êtes pris d'un point de vue vraiment growth pour aller démarcher ces clients? C'est un très bon point. On est vraiment sur une industrie de la confiance, où la confiance est reine. Donc, c'est-à-dire qu'il faut la bâtir. Et c'est en plus des solutions dont vous n'avez pas forcément besoin. Donc, ce n'est pas des achats d'impulsion. Donc, vous avez le temps de choisir, de réfléchir, de procrastiner. Donc là, il faut réussir à déclencher effectivement la décision chez nos clients qui, plutôt que laisser ça tranquillement dormir dans des livrets A ou des fonds euros, doivent dynamiser leur épargne. Mais il faut les convaincre. Alors, pour les convaincre, qu'est-ce qu'on a ? On a bien sûr beaucoup de pédagogie pour leur expliquer en quoi consiste notre métier, pourquoi on utilise des ETF, l'intérêt des ETF. Et puis on a un élément clé qui est le track record. Et c'est toute la difficulté lorsque vous vous lancez, c'est que vous pouvez toujours répéter à l'envi que les ETF sont des produits extrêmement performants,
vous pouvez faire des backtesting et autres, mais en fait, c'est la réalité qui compte. Et c'est vrai qu'on l'a bien vu au fur et à mesure des années qui sont passées, des performances qui se sont ajoutées et qui sont plutôt des très bonnes performances. C'est un élément qui reste clé, que la proposition soit digitale, qu'il y ait des conseillers derrière. Il y a bien sûr la démonstration par la preuve. Et ça, c'est un élément important. Donc, on a cet aspect performance qui joue beaucoup. Et puis nous, on a 40% de nos clients qui viennent sur recommandation. Ah, d'accord. En fait, ce sont forcément des solutions que vous avez décidé de choisir, peut-être de manière autonome, mais aussi parce que vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire tiens, j'ai une très bonne expérience avec Yomoni, ça se passe très bien et tu devrais regarder. Et on en a vraiment beaucoup. Et donc tout l'enjeu pour nous, et c'est pour ça que quand on parle de Growth, on est très concentré sur la qualité de la qualité de la prestation qu'on offre à nos clients, aussi bien en conseil, aussi bien en digital, aussi bien en gestion, parce qu'on sait bien que c'est là que va se jouer l'un des cœurs de notre croissance. Si on arrive à créer cette viralité plus forte, positive autour de Yomoni, c'est comme ça qu'on va réussir aussi à accélérer. Donc il faut se faire connaître. On essaye de faire toute la pédagogie de l'offre dans le maximum de médias pour se faire connaître. Et on sait que dans les grands médias, on ne peut pas dire que la finance soit toujours très privilégiée. C'est un des sujets toujours un peu compliqués à mettre en avant. Ça dépend des pays. Oui, mais en France, c'est particulièrement compliqué. Mais on essaye de faire effectivement ce travail d'évangélisation et d'explication. Et on fait en sorte que quand un client a un conseiller, il l'ait rapidement, que ça soit pertinent, que la performance soit là, que le site fonctionne parfaitement et fasse gagner du temps, parce qu'on sait que ce sera ce bouche à oreille qui va être un des éléments clés de notre croissance future. Parfait. Et alors, votre client type qui investit, si tu pouvais nous le décrire. Et le ticket d'entrée, tiens. Alors, le ticket d'entrée, on commence à partir de 1 000 €. Ok. Et en fait, le client type, il est le même avec 2 âges différents. Il est trentenaire, CSP+. Il travaille majoritairement dans 4 secteurs d'activité qui sont la banque. Ça, nos premiers clients étaient banquiers, bien sûr. Ils savent ce qu'ils vendent et ils savent aussi où ils peuvent éventuellement trouver des solutions intéressantes. Oui. On a les gens de la tech. On a des gens du conseil, on a des médecins. Donc ça, c'est les quatre secteurs d'activité privilégiés par nos clients. Et donc, ils ont 30 ans et on retrouve les mêmes à 45-50 ans, multi-équipés, donc déjà avec un conseiller en gestion de patrimoine, en banque privée ou dans une banque traditionnelle, et qui viennent justement compléter leur solution avec une offre ETF, en disant voilà, j'ai déjà de la SCPI, j'ai déjà de la gestion active, mais on m'a parlé de l'ETF, et là Yomoni s'impose comme étant l'un des référents là-dessus. Et donc tout notre enjeu là, c'est de les convaincre que probablement la part d'ETF dans leur portefeuille peut être augmenté en fonction des résultats. Dans ce cas-là, ils font eux-mêmes leur allocation, leur asset allocation, et ils vont vous choisir vous comme provider d'ETF. Voilà, ils ont leur allocation globale de leur patrimoine financier, et pour s'exposer à la partie cotée, ils vont nous déléguer, on va faire un mandat, alors dans l'enveloppe qu'ils choisiront, sur une partie de leur patrimoine, et tout l'enjeu justement, c'est de bien évaluer le niveau de risque qu'ils prennent là par rapport à l'ensemble de leur patrimoine financier. Donc c'est là où il y a un échange qui est nécessaire pour bien comprendre la manière dont c'est organisé. Tout à fait, merci. Alors c'est très intéressant parce que depuis, on va dire, ces 10 dernières années, le paysage dans la gestion de fortune a énormément évolué. Il y a eu l'arrivée d'acteurs comme vous, il y a eu des plateformes de crowdfunding, puis aussi plus récemment des plateformes pour faire du trading. Où est-ce que vous vous situez, vous, dans, on va dire, ce nouvel écosystème ? Sachant que vous êtes quand même parmi les tout premiers et vous êtes des acteurs plutôt historiques dans ce nouvel écosystème. Déjà historique. En fait, cet écosystème, effectivement, il a eu une grande nouveauté. En fait, si on le reprend avec un peu de recul, on a dans les pionniers de l'épargne en ligne, au début des années 2000, les courtiers qui étaient multi-assureurs et qui proposaient en fait, grosso modo, des fonds euros. Donc, c'était un peu la compétition du fonds euro. Donc, vous avez des gens comme Linksea, par exemple, les placements autres qui sont apparus très tôt, Alta Profit aussi. Nous, effectivement, nous sommes apparus en 2015. Et puis, est arrivé plus récemment les plateformes de trading. En tout cas, on a revu les néo-plateformes de trading parce que ça avait pu exister dans le passé. Et les banques, d'ailleurs, traditionnelles en faisaient un peu, avec d'autres modèles économiques et la gratuité souvent apparente, en tout cas des trading. En fait, nous, on reste focalisé sur l'épargne long terme et l'épargne dynamique. C'est-à-dire qu'on n'est pas des vendeurs de livrets, le fonds euro est intégré dans nos allocations, mais ce n'est pas l'offre principale. Nous, on est surtout sur de l'épargne de long terme, et qui dit long terme, normalement, dit
un peu plus de prise de risque justement pour des performances un peu plus poussées. Donc ça, c'est notre credo et on s'est pas positionné sur le trading. On a vu d'ailleurs en 2020 bien sûr beaucoup de clients arriver ou de prospects arriver aussi chez nous en disant tiens voilà je voudrais faire du trading ou je voudrais choisir mes ETF et là on les a réorientés vers des plateformes différentes. Voilà, je trouve que c'est un très bon moyen de rentrer sur les marchés financiers, en particulier pour une jeune population, oui. Parce que ça leur a permis de mettre le pied à l'étrier. Après, je pense qu'il faut vraiment, au fur et à mesure, faire la pédagogie de ce qui doit être l'épargne long terme très disciplinée et de ce qu'on peut faire éventuellement en trading à côté sur une petite partie de son portefeuille, mais en faisant très très attention. Moi, je me méfie toujours. Voilà, ils sont arrivés à un bon moment, c'est magnifique. Ils ont, j'espère, des très bonnes performances. Des pertes de dingue. Maintenant, c'est peut-être le moment juste de commencer à rentrer dans une autre discipline, justement sur une vision un peu plus long terme. Parfait, merci. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur votre offre ? Tu parlais donc des différentes enveloppes, tu parlais des différents profils, mais il y a en fait il y a beaucoup plus que ça. Moi, j'avais en tête aussi Yomoney Society. Est-ce que tu pourrais nous décrire ces services additionnels que vous proposez à vos clients ? En fait, en se lançant en 2015, je l'ai dit, on a un ticket d'entrée qui est à partir de 1 000 €, donc on accueille vraiment tout le monde. Et on s'est rendu compte au fil des années qu'il y avait une partie de la population, nos clients, qui avaient des patrimoines un peu plus élevés et un peu plus complexes, et qui nécessitaient effectivement d'avoir des services de gestion privée, de diagnostics patrimoniaux qui étaient plus poussés. Et donc c'est là où on a créé Yomoney Society pour leur permettre d'avoir déjà des conseillers qui leur soient plus dédiés, qui soient capables de bien analyser leur situation et de leur faire des recommandations qui dépassent le simple patrimoine financier investi en produits cotés ETF. Donc ça s'appelle, on l'a appelé Society effectivement, et on leur a permis, en fonction des cas, on a un cas qui est assez classique qui est le PEA, où certains d'entre eux avaient des titres non cotés, ce qu'on fait d'habitude pas, mais au bout d'un certain montant, à partir d'un certain montant, on permet d'avoir à côté d'ETF, d'avoir des produits non cotés, qui sont généralement d'ailleurs les titres des sociétés, des personnes qui nous rejoignent en tant que clients. Et donc on essaie d'adapter comme ça un certain nombre de dispositifs pour leur permettre de profiter de Yomoney avec des contextes un peu particuliers. Donc ça, c'est Society. Après, on a voulu adresser aussi un sujet qui nous a tenu à cœur de manière importante il y a 3 ans, qui était l'épargne des enfants. Le drame du livret A pour les enfants. C'est quoi le drame du livret A ? Le drame du livret A pour les enfants, c'est que s'il y a bien des personnes qui ont un horizon d'investissement assez long, c'est l'enfant qui vient de naître. Et pourtant, quand on rentre dans une banque, on va bien sûr vous proposer le livret A pour le petit qui vient de naître, ce qui permettra de cocher une case sur les ventes du mois, mais qui n'a non, mais qui n'a aucun intérêt, qui n'a aucun intérêt. Et donc toute la logique, nous on a créé Yomoney Kid pour justement faciliter le fait d'ouvrir une assurance vie pour les enfants avec la signature des 2 parents, de manière autonome et indépendante, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de se retrouver dans un même bureau pour signer des documents et pour ouvrir un compte. Donc chacun signe de son côté et ça permet effectivement de faire investir au nom de l'enfant une assurance vie sur des profils beaucoup plus dynamiques. Ça s'appelle Yomoney Kids. Dans les offres aussi complémentaires qu'on a, en tout cas dans les nouveautés qu'on a eues, il y a aussi les offres de gestion, où on a pu, au début de l'année, dupliquer l'ensemble de nos mandats et de nos profils de risque en ESG. Donc ça, c'était quelque chose qu'on travaillait depuis 2 ans. Le gisement des ETF qui était labellisé, on avait des contraintes assez fortes sur ce projet ESG, n'étaient pas assez nombreuses pour faire une bonne diversification. Nous, ce qu'on veut proposer fondamentalement, c'est le meilleur coupe-rendement risque, donc la meilleure diversification. Et c'est vrai que les ETF labellisés ESR ont beaucoup accéléré en 2020 en nombre de labellisations. Et donc on a pu lancer cette offre cette année, ce qui fait qu'on a, je pense, une des offres les plus exigeantes en termes de mandat ESG, avec uniquement en ETF, avec l'ensemble des ETF qui sont labellisés ISR ou Greenfin, avec un SFDR de 8 ou 9. SFDR, donc c'est la Sustainable Finance Disclosure Regulation. Exactement. Et les chapitres auxquels tu fais référence, c'est-à-dire le niveau de sérieux, entre guillemets, des fonds. Si tu es chapitre 9, ça veut dire que ton fonds est vraiment optimisé d'un point de vue suivi des normes ESG. Et puis, en fait, si tu descends, c'est moins un gage de qualité. C'est correct ? Et ça rentre moins dans ta politique de gestion. Voilà. D'accord. Donc, tu te mets moins de contraintes de gestion. Et effectivement, le 9 est le plus abouti. Et nous, on fait en sorte d'être 8 ou 9 pour l'ensemble des fonds. Et puis, on regarde aussi la politique de vote. Parce que, mine de rien, c'est la manière la plus concrète que les gens vont avoir de transformer, de faire que leur épargne ait de l'impact. Et donc, on a bien revisité l'ensemble des politiques de vote des fournisseurs d'ETF. Je parlais des gens qui faisaient des sociétés de gestion qui faisaient du pré-emprunt de titres sur les ETF. Ça veut dire que vous ne savez plus vraiment pour qui vous votez parce que les titres ont été prêtés et donc les droits de vote aussi. Donc on fait en sorte que vraiment, là, il n'y ait pas de pré-emprunt de titres dans ces ETF-là et que vous sachiez exactement dans quelle est la politique de vote du fournisseur que vous avez sélectionné dans votre portefeuille.
Parfait, merci. Alors d'un point de vue technologique, votre plateforme permet aux investisseurs de sandboarder en ligne. Est-ce que tu pourrais nous décrire les différents chemins, les différents use cases des clients et ce à quoi ils ont accès en ligne sur la plateforme? Oui, bien sûr. Alors il y a une première partie qu'on appelle le profiling. Le but, c'est de vous connaître mieux, de connaître votre situation financière et votre projet d'investissement. Avec grosso modo 23 questions, on aura fait à peu près le tour de ce sujet-là et on va vous faire une recommandation à 2 niveaux sur l'enveloppe fiscale, en vous disant voilà, dans ce cadre-là, il nous paraît plus pertinent d'ouvrir une assurance vie ou d'ouvrir un PER ou un compte titre ou un PEA. Et puis, on vous recommande tel niveau de risque, parce que vous avez tel horizon d'investissement, parce que la somme que vous souhaitez investir représente à peu près tant de votre patrimoine financier, parce que vous avez tel âge, etc. etc. Et donc, voilà, ça, vous avez ce premier niveau de recommandation qui est totalement gratuit. Et donc, ça vous permet d'avoir l'allocation cible qui paraît la plus adaptée à votre contexte. Si vous en avez envie, vous prolongez l'expérience toujours en ligne en effectivement ouvrant cette assurance vie, ce compte titre, ce PEA ou ce PER, et en mettant en place un mandat de gestion. Et dans la foulée, nous, on va vous ouvrir un espace investisseur où vous allez pouvoir voir l'ensemble des opérations qu'on va avoir. Donc, dès qu'on fait un achat-vente en votre nom, vous savez pourquoi, vous savez comment on le fait. Vous voyez la valorisation de votre portefeuille. Vous savez la performance en temps réel, ce qui est un gros sujet en assurance vie parce qu'on a encore parfois des délais assez longs de reporting. Nous, vraiment, tous les jours, de manière quotidienne, vous avez une mise à jour de votre performance et de vos encours. Et vous pouvez, de manière très simple, retirer de l'argent, reverser de l'argent, rouvrir une autre enveloppe si vous le souhaitez, changer et demander un changement de profil. Voilà. Ça, c'est la partie en ligne. Mais à tout moment, vous avez accès à des conseillers. Et des conseillers experts. Et ça, je pense que c'est un des éléments qui fait aussi la différence avec les réseaux bancaires traditionnels qui sont très universalistes. Donc on a des conseillers bancaires qui doivent parler à la fois du prêt, de la banque du quotidien, de l'épargne, etc. etc. Donc c'est difficile d'être expert en tout. Là, nous, on a l'avantage d'être uniquement sur une verticale et donc d'avoir des vrais experts sur ces enveloppes fiscales, sur les ETF et sur les marchés. Et puis on a l'avantage d'être société de gestion et conseiller. Donc la proximité des équipes fait qu'ils ont une très bonne connaissance de ce qui est en train de se passer sur les marchés, des décisions de gestion et de la manière dont on opère. Donc ça, vous y avez accès par chat, par mail, par téléphone. Vous pouvez prendre un rendez-vous. Et donc c'est cette combinaison des deux qui est intéressante. Et c'est pour ça déjà que je remets toujours un peu entre parenthèses le terme de robo-advisor parce que dans ce domaine, on a parlé de l'industrie de la confiance. Il est essentiel d'avoir une plateforme qui fonctionne parfaitement et qui permet de simplifier la vie de nos clients. Mais il est important de temps en temps de pouvoir avoir accès à un conseiller humain spécialisé qui puisse répondre à vos spécificités, à vos questions, qui puisse faire la pédagogie de ce que vous êtes en train de faire. Et ça, je pense que c'est la combinaison des deux qui fera le succès de ce type de plateforme. Parfait, merci. Alors, un point que je voulais juste clarifier avec toi. Si un client arrive avec un portefeuille d'ETF déjà, est-ce qu'il doit le liquider avant de vous le transférer? Est-ce que vous pouvez aussi accompagner les clients dans des transferts de portefeuille titres en liquidant petit à petit les positions? Alors, ce qu'on fait, on peut récupérer effectivement, on parle là essentiellement des comptes titres et des PEA, l'assurance vie ne se transfère pas. Et effectivement, on peut récupérer des portefeuilles qu'on va nettoyer, mais on va les nettoyer assez vite parce qu'on ne veut pas prendre de décision de gestion par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se retrouver responsable d'avoir tenu une position qui n'était pas la nôtre trop longtemps ou pas assez longtemps. Et là, c'est vraiment de la responsabilité du client. Donc, on aura tendance à lui dire de plutôt liquider en amont. Si effectivement les montants sont conséquents, qu'il y a des sujets particuliers, on va l'accompagner, mais on va fixer des règles très claires où il n'y aura pas de décision de notre part. C'est-à-dire qu'on prendra une décision de liquider les positions dans un temps X et on le fera de manière assez systématique. D'accord, mais donc vous ne prenez pas de mandat de gestion sur des comptes? Exactement. On fera toujours des transferts de comptes vers notre teneur de compte qui est Crédit Agricole. Parfait, merci. Alors, tu as brièvement décrit l'équipe. Moi, j'aimerais que tu nous dresses un portrait de Yomoni, nous expliquer qui compose les équipes et si vous êtes présent dans d'autres pays. On s'est vraiment focalisé sur la France. La France est un pays magnifique pour l'épargne, extrêmement profond. Et les Français sont des grands épargnants. Ils ne prennent pas forcément beaucoup de risques, mais ils sont des grands épargnants. Et donc, nous, on se concentre uniquement sur le marché français. Notre ambition, c'est d'être le leader de ce type de proposition en France. Et pour ce qui est de l'équipe, pour schématiser un petit peu, on est une trentaine de personnes. On a 10 techs, donc qui sont vraiment concentrés sur l'évolution de la plateforme et le fait de faire évoluer notre offre digitale et nos process digitaux. On a 10 conseillers qui feront à la fois le support de la plateforme jusqu'à de la gestion privée et du conseil en diagnostic patrimoniaux. Et puis vous avez 3 marketing, 3 gestions. C'est la partie société de gestion, 1 RCCI et 2 admin, RH admin. Parfait, merci. Un dernier point que je voulais clarifier avec toi, c'est, et on n'en a pas du tout parlé, et je trouve c'est intéressant, dans l'équipe de départ, il y a différentes personnes qui étaient, je dirais, des chevilles ouvrières au tout départ, puis qui sont parties. Comment ça se passe
quand on doit réorganiser la direction d'une société, quand il y a le départ, je sais pas quelle était la position des personnes au sein de ce comité de direction, mais comment on réorganise un comité de direction, un conseil d'administration dans une jeune société comme celle-là? Est-ce qu'il n'y a pas une coupure de dynamique? Comment ça s'est passé? Alors, il pourrait y avoir une coupure de dynamique. C'est toujours un moment qui est un peu plus compliqué parce qu'effectivement, on recherche des nouveaux talents, mais on a un avantage énorme, c'est qu'on a beaucoup appris sur l'entreprise. Donc, on sait un peu mieux qu'au tout début ce dont on a besoin pour enchaîner et pour grandir. Donc, il faut vraiment le voir comme une opportunité qui est complexe, qui est simplifiée parce que ceux qui sortent, en tout cas dans notre cas, on fait en sorte qu'on ait le temps de le faire bien et qu'on ait le temps d'aller chercher, qu'on ait le temps de s'organiser. Et donc ça a permis largement de simplifier. Et après, on va donc se refocaliser, peut-être à un moment de croissance un peu après le démarrage, se dire, en fait, aujourd'hui, j'ai besoin de tel type de compétences qu'on n'a pas aujourd'hui. Et donc, finalement, ça laisse un peu plus de champ libre. Et donc, on a reconstitué ça au fur et à mesure, en allant chercher Charlotte Tamer, qui s'occupe aujourd'hui de la partie gestion privée et conseil, qui devenait naissante et qui était un vrai besoin. Clément Berlioz, Jérôme Ferracci, qui chacun ont apporté leur pierre à l'édifice dans leur domaine et qui était indispensable. Donc voilà, c'est une nouvelle génération et l'enchaînement s'est fait plutôt bien. Il faut effectivement faire en sorte de rassurer les équipes sur le fait que c'est la vie classique d'une société qui est aussi jeune. Parfait. Alors, dernier point que j'aurais aimé discuter avec toi, c'est les investisseurs. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait Suravenir qui était monté au capital. Il y a Crédit Mutuel Arkea. Arkea, voilà. Pardon, c'est pas correct ce que je disais? Non, c'est Crédit Mutuel Arkea qui est monté au capital, pas de Suravenir, pas la compagnie d'assurance. D'accord, donc Arkea. Et puis récemment en 2020, j'ai vu que vous aviez fait une 3e levée avec Weber aussi, Weber Investissement. Alors oui, tout à fait. Weber Investissement, en fait, c'est le prolongement de la financière de l'Échiquier. En fait, ce sont les fondateurs de la financière de l'Échiquier qui sont Didier Le Ménestrel et Christian Gagné, qu'on souhaitait, et on le souhaitait aussi, continuer de nous accompagner dans la durée. Et donc, qu'on récupérait la participation de financière de l'Échiquier et qu'on participait à ce nouveau tour de table. Et donc, ça vous emmène où ? Alors, ce tour de table, il a eu lieu donc effectivement l'été dernier, et il avait une vocation de nous amener à l'équilibre financier. L'un des grands enjeux des robo-advisors, c'est que acquérir des clients coûte cher, et donc il faut trouver avec un modèle économique qui fait qu'on a beaucoup baissé les frais, et donc forcément avoir un chiffre d'affaires par client qui est optimisé. Donc faire en sorte de voir l'équilibre. Notre enjeu, donc cette levée de fonds nous a permis d'avoir une bonne visibilité sur l'atteinte de l'équilibre financier au rythme qu'on avait. Après, la question c'est est-ce qu'on veut continuer à viser l'équilibre financier ou est-ce qu'on veut continuer d'accélérer? Et ça, c'est un autre débat. Et alors, en termes de clients, tu peux nous donner des chiffres sur le nombre de clients, les AUM, etc. Oui, on peut donner quelques chiffres. On a dépassé les 450 millions d'euros d'encours sous gestion et on a un peu plus de 30 000 mandats qui ont été signés. D'accord. Pour donner un ordre d'idée, on était à 320 millions fin décembre, donc en 6 mois. Voilà, on a eu une très belle progression et c'est vrai qu'on a une accélération depuis 12-18 mois qui se maintient très fort. On a eu quelque part l'avantage du confinement qui a fait que les Français étaient un peu plus devant leurs écrans et un peu plus sensibles au marché financier. Mais c'est vrai qu'on voit bien que cette dynamique se prolonge et que ce type de solution commence vraiment à faire sa place. Et on voit aussi que les ETF, parce qu'on surfe un peu sur 2 vagues, on surfe sur la vague de la digitalisation, on surfe sur 3 vagues en fait. La digitalisation, la fin du fonds euro et des produits sans risque, et puis la vague des ETF qui n'est que commençante et que naissante en France. Quand on voit la part de marché qui est celle des ETF aux États-Unis, hein, pour rappel, c'est à peu près 50% du patrimoine financier des ménages américains. Donc ça. Oui. Et donc en France, ça reste encore très très faible. Donc là, on a cette arrivée avec des démonstrations comme Yomoni et comme d'autres, que les performances sont au rendez-vous et que donc ça devrait être dans beaucoup plus de patrimoine et de portefeuille d'épargnants français. Parfait. Écoute, ça m'a bien fait plaisir de retourner dans mon ancien métier. Est-ce que tu pourrais nous recommander un livre avant qu'on se quitte ? Alors, en livre, on va sortir un peu on sort de la finance, de la start-up. Vas-y. Moi, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est Quai de Ouistreham de Florence Aubenas, qui est vraiment une version très documentée, une plongée dans la vie réelle des gens. Et elle le fait de manière magnifique, avec une plume très franche, très directe, et ça fait toujours du bien aussi d'être bien reconnecté à la vraie réalité. On est dans un milieu qui va très vite, très intense, voilà.
je pense que c'est bien aussi d'avoir ce type de lecture pour remettre tout ça en perspective. Mais donc la vie, c'est-à-dire elle va faire quoi, des interviews Elle fait pas des interviews, elle est unbended et elle devient femme de ménage sans dire qu'elle est journaliste. D'accord, c'est Vie ma vie en fait. Exactement, mais elle le fait de manière pleine et entière et elle échange avec les personnes effectivement qui ont des petits boulots, qui essayent de joindre les deux bouts. Génial, et la réalité de cette vie-là, il faut toujours l'avoir un peu en tête. Donc c'est un peu loin de nos sujets, mais je trouve que ça permet aussi de compléter un peu les expériences. Parfait, merci beaucoup Sébastien. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!